Monsieur le directeur, membres de l'équipe de direction et du personnel, chers collègues, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'Actu. Sandy et moi-même allons vous entretenir autour du sujet suivant, le malaise au sein de l'hôpital public. Lors de son interview du 12 avril dernier, le président de la République a fait la déclaration suivante au sujet de l'hôpital. Il faut réformer le système de soins. Il faut un système où on ne paie pas à l'acte, mais via un parcours de soins. Il a également rajouté que plus de moyens seront accordés à l'hôpital et que des annonces allaient arriver d'ici l'été. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'hôpital connaît un déficit de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2017, contre 470 millions en 2016. Elle fait suite également à certains événements préoccupants, médiatisés, touchant à l'hôpital public. Nous pouvons citer notamment la saturation des urgences qui, en cas d'épidémie et notamment de grippe, force les établissements à déclencher un dispositif d'hôpital sous tension. Le suicide d'un médecin au CHU de Grenoble qui a fait l'objet d'un rapport du conseiller Édouard Couty sur la situation de crise au sein du CHU. La diffusion sur France 2 du reportage Hôpital public, la loi du marché qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a également un collectif de professeurs en médecine qui a publié un manifeste dans Libération pour dénoncer la dictature du chiffre. Il y a eu un incendie au CHU de Guadeloupe qui remet en cause les conditions de sécurité au sein de cet établissement. Finalement, le management est de plus en plus contesté, les conditions de travail décriées, les personnels sont épuisés, les praticiens exaspérés, les directions stressées. Donc nous pouvons définir le malaise comme un état, un sentiment de trouble, de gêne, d'inquiétude, une sensation de mal-être dont les causes sont plurielles. Notre problématique est la suivante. Face à ce paradoxe entre les impératifs de gestion et santé publique, comment sortir l'hôpital public du malaise auquel il fait face actuellement ? Cette présentation vise donc à analyser l'origine de ce malaise et les solutions envisagées pour en sortir. L'objectif étant qu'à la fin de ces quelques minutes passées ensemble, en tant qu'observateurs et futurs dirigeants de la protection sociale, nous puissions nous projeter et réfléchir à la manière d'accompagner le changement et les équipes dans des environnements contraints, mais également innover pour continuer à offrir un meilleur service, ce qui correspond bien à nos futures missions. La présentation se déroulera de la manière suivante. Nous verrons dans une première partie les symptômes du malaise, notamment l'hôpital public est soumis à des injonctions paradoxales et qui subit de fortes tensions à la fois en interne et en externe. Nous verrons ensuite comment passer d'un système hospitalo-centré vers un système organisé autour du patient dans une logique de parcours de soins coordonné. Le malaise au sein de l'hôpital public s'explique en grande partie par les injonctions paradoxales auxquelles il est soumis. De nombreuses représentations, voire fantasmes, sont véhiculées dans l'opinion publique. Concernant le malaise en lui-même, nous pouvons distinguer les tensions en interne, des pressions externes qui sont fortes. Les missions de service public sont confrontées donc à des injonctions de performance. L'expression moderne d'hôpital-entreprise suscite de vives réactions. En effet, il paraît paradoxal d'associer mission de service public et objectifs de performance. Pour autant, dans un contexte économique et financier contraint, l'hôpital est tenu de s'adapter à son environnement pour répondre à ses missions premières. L'hôpital public est un établissement public administratif, personne morale de droit public, qui a une autonomie administrative et financière. En tant qu'établissement public, l'hôpital a une mission d'intérêt général à assurer, qui repose sur 3 grandes valeurs: le principe d'égal accès aux soins, le principe de continuité et le principe d'adaptabilité. Ces missions de service public se manifestent notamment par une permanence de l'accueil 7 jours sur 7 et H24, et un accueil de tous à des tarifs opposables. Rappelons que historiquement, l'hôpital est l'héritier de la charité chrétienne et les hôtels-dieux accueillaient pauvres, indigents et pestiférés. Il dispose pour cela de prérogatives de puissance publique et de financement spécifiques. Pour autant, l'hôpital public n'est pas une administration comme une autre, au sens classique du terme, puisqu'il évolue dans un champ concurrentiel. Et à contrario, l'hôpital n'est pas non plus une entreprise, de par sa nature, puisqu'il n'y a pas de but lucratif. Il doit néanmoins agir comme une entreprise au sens économique du terme, c'est-à-dire produire des soins, et développer certaines activités commerciales pour développer ses recettes.
La tarification à l'activité constitue aujourd'hui l'emblème du malaise au sein de l'hôpital. Rappelons que la T2A est un système de financement qui repose sur l'activité de soins. Donc, en d'autres termes, c'est une corrélation entre la production des soins et l'allocation de ressources. Ce système a été mis en place en 2004 et les tarifs référencés au niveau national reposent sur une classification par groupe homogène de malades et groupe homogène de séjour. Bien que la T2A ait permis de contrecarrer les écueils des précédents modes de financement, notamment de la dotation globale, elle présente néanmoins certaines limites et elle est fortement décriée, y compris par le corps médical. On lui reproche essentiellement d'être inflationniste, de développer, je cite, une dictature du chiffre, au risque de négliger la pertinence des soins. Madame Buzyn a déclaré dernièrement que le système aujourd'hui pousse à multiplier les actes, sous-entendu rémunérateurs. Par ailleurs, l'hôpital a également évolué sous l'effet du New Public Management et de nouvelles méthodes de management voient le jour comme le Lean Management, et notamment dans des grosses structures. En ce sens, la normalisation des méthodes, la recherche de la performance et la réalisation d'économies sont devenus des modes de gestion qui s'apparentent aux entreprises privées. Pour autant, ce n'est pas en soi la réduction des effectifs ni la recherche de la performance qui sont contraires aux valeurs de service public. C'est davantage le sens que l'on donne à ces objectifs et certaines représentations qu'il faut interroger. Un des autres points critiques et sources de tension concerne le pouvoir au sein de l'hôpital public. Ce dernier paraît assez diffus, notamment parce que la loi Hôpital Patient Santé Territoire, donc HPST, a mis en place en 2009 une gouvernance médico-administrative. C'est la raison pour laquelle l'expression « il faut un patron à l'hôpital » n'est pas neutre. Le directeur, en tant que chef d'établissement, est une autorité investie du pouvoir de nomination sur le plan juridique. Il est responsable sur le plan civil et pénal. Néanmoins, il exerce son pouvoir dans un cadre régulé. Tout d'abord dans le respect des textes, par exemple des marchés publics, des tutelles avec l'ARS, le ministère, et surtout le directeur partage son pouvoir politique avec la communauté médicale. La loi HPST a d'ailleurs renforcé le pouvoir du président de CME, donc de la commission médicale d'établissement, et il s'inscrit dorénavant dans une démarche de codécision administrative et médicale. Par ailleurs, et cela peut paraître paradoxal, mais le directeur n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les médecins, dans le respect de leur indépendance professionnelle. Il existe également d'autres contre-pouvoirs au sein de l'hôpital. Le premier point, c'est les associations de patients. La loi de modernisation du système de santé a introduit une nouvelle instance au sein de l'hôpital, le comité des usagers. Donc, cette instance a pour mission principale de veiller au respect des droits des usagers et de participer à l'amélioration de la politique et d'accueil et de prise en charge des personnes. La place des usagers est renforcée. Nous pouvons citer notamment à la PHP à Paris, Martin Hirsch a décidé de mettre en place un label hospitalité. Concernant le dialogue social, il est organisé par la réglementation via différentes instances hospitalières, comme la commission médicale d'établissement, le CTE, donc c'est le comité technique d'établissement, et le CHSCT. Toutefois, le dialogue social est plus ou moins limité puisque les statuts de la fonction publique hospitalière laissent relativement peu de marge de manœuvre sur la masse salariale et les médecins négocient plutôt leur statut au niveau national. Le troisième point, source de tension, qu'on a souhaité mettre en avant est la gestion des ressources humaines. Il est vrai que les règles de gestion des ressources humaines dans la fonction publique sont assez rigides puisqu'elles sont enfermées dans des statuts hérités du passé, notamment qui datent de 1986, et les médecins hospitaliers ont aussi des statuts particuliers qui enferment pas mal. Par ailleurs, l'organisation du temps de travail en 35 heures a eu des conséquences importantes sur les organisations de travail. De nombreux services de soins ont été contraints de mettre en place une organisation en 12 heures, ce qui n'a pas été sans conséquence dans certains établissements sur la répartition du travail, sur les temps de repos, et a entraîné certaines conséquences négatives, notamment sur l'absentéisme et sur certains risques psychosociaux. D'autant que la flexibilité attendue dans les organisations qui travaillent en flux tendu se confronte aux aspirations des nouvelles générations qui souhaitent allier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et de plus, l'évolution des rapports au travail change et l'on constate une forte féminisation de la profession soignante, y compris du corps médical. Face à ces fortes tensions internes, s'ajoutent des pressions et des contraintes externes qui sont également fortes. Les contraintes externes relèvent de plusieurs facteurs.
Je vous présenterai les principaux. Premièrement, des besoins en santé qui évoluent et continuent d'augmenter, notamment du fait du vieillissement de la population. Ils sont caractérisés pour les personnes âgées par ce qu'on appelle des polypathologies, particulièrement consommatrices de soins. Cette situation entraîne mécaniquement, au deuxième point, une tendance à la hausse des dépenses hospitalières, dans un contexte où la maîtrise des dépenses publiques de santé et la réduction du déficit de l'assurance maladie sont des impératifs. À ce propos, notons que les dépenses hospitalières représentent 46,5% de la consommation des soins et des biens médicaux, ce qui correspond environ à 71,3 milliards d'euros en 2016, soit une progression de plus de 2,2% contre 1,6% en 2015. Selon le rapport publié en février dernier par la Cour des comptes, un tiers des établissements publics de santé étaient encore en situation d'endettement excessif en 2015, dont certains sont de taille très importante, comme l'AP-HM de Marseille, comme les hôpitaux civils de Lyon ou le CHU de Nice. Troisième facteur, une hausse du recours aux soins hospitaliers. Nous l'avons dit en introduction, les urgences sont saturées. Elles ont enregistré plus de 20,3 millions de passages en 2015. On constate également un report des soins sur l'hôpital public d'une partie de la population face aux difficultés d'accès géographiques et économiques à la médecine de ville. Celle-ci s'est par ailleurs désengagée souvent de la permanence des soins, c'est-à-dire d'une présence médicale les soirs, week-ends et jours fériés. Cette hausse de 50% en 15 ans pèse lourdement sur l'organisation médicale hospitalière et la gestion interne des flux de patients. Notons aussi la sous-médicalisation des EHPAD qui pèse lourdement sur les hôpitaux. Quatrième point, des inégalités socio-spatiales de santé qui croissent régulièrement et pèsent sur les établissements de santé. On assiste à un mouvement de territorialisation des politiques sanitaires, marqué par le postulat qu'une régionalisation accrue de la planification sanitaire serait source d'économie. Ainsi, la planification hospitalière structure le paysage sanitaire français à travers une vision graduée de l'offre de soins. Les caractéristiques socio-sanitaires des populations influencent de manière croissante les hôpitaux. Donc, leurs recettes d'activité sont en fonction des activités médicales réalisées, alors que les établissements de santé ne sont pas spontanément préparés à différencier localement leurs pratiques et leur typologie d'activité. Par ailleurs, le système reste très monolithique. En effet, il n'y a pas de péréquation entre régions, peu de péréquation, peu de réelle différenciation d'approche par les ARS selon les contextes locaux, et des critères financiers ou de qualité nationaux appliqués indistinctement lors des évaluations des établissements. Enfin, les règles de la T2A handicapent les établissements qui desservent notamment des territoires marqués par la précarité en alourdissant leurs charges et en diminuant leurs recettes. En effet, pour une durée d'hospitalisation plus longue, il y a plus de soins associés et donc plus de dépenses. Or, le tarif perçu par l'hôpital est diminué lorsqu'un séjour hospitalier dépasse une certaine durée. Le cinquième point est le contexte hospitalier devenu concurrentiel, notamment avec l'arrivée de secteurs privés commerciaux, avec de grands groupes tels Général de Santé ou Vitalia. Désormais, les hôpitaux publics doivent se préoccuper de leur attractivité, puisque celle-ci conditionne en grande partie la fréquentation de leurs services de soins, donc leur activité et à terme leur pérennité. Cette attractivité se construit à travers des plans de communication, une bonne réputation médicale et même un tissu dense de fournisseurs de patients, que sont les médecins libéraux. Enfin, sixième et dernier point, la perception des Français. D'après le baromètre d'opinion de l'adresse, on assiste à un pessimisme croissant vis-à-vis de l'état de santé de la population. Ainsi, de plus en plus de personnes estiment que, de manière générale, l'état de la population se dégrade. Plus d'une personne sur 4 s'estime mécontente des urgences hospitalières. Notons également sur les réseaux sociaux le succès du hashtag « Balance ton hosto ». L'hôpital public semble souffrir aujourd'hui d'un défaut d'attractivité, notamment médicale, et d'un déficit d'image lié tant à certaines erreurs médicales, à la fermeture de petits blocs opératoires et maternités, ce qui est mal vécu par une partie de la population. En réponse aux contraintes évoquées précédemment, qui intensifient le malaise de l'hôpital, tant en interne qu'en externe, les remèdes apportés par les pouvoirs publics
vise à faire évoluer le système vers moins de consommation de soins hospitaliers et vers plus d'innovation. Sandy nous en dira plus. Nous allons voir à présent que si la notion de qualité de vie au travail est prépondérante et très importante au sein de l'hôpital public, le malaise peut être soulevé grâce à des logiques de coordination et d'innovation. Un des premiers points consiste à renforcer la logique de coordination ville-hôpital et les pouvoirs publics s'y sont engagés et de poursuivre également le virage ambulatoire pour sortir justement du système hospitalo-centré et faire en sorte de désengorger les urgences qui saturent. Aussi, la notion de parcours usager dans le système de soins dans le système de santé devient prépondérante. Concernant le virage ambulatoire, le plan Ondam nécessite de poursuivre les efforts entrepris, d'autant que les coûts d'hospitalisation sont élevés en France. La réduction de la durée moyenne de séjour, la fermeture des lits d'hospitalisation complète et le développement de l'ambulatoire permettent de réduire justement les dépenses hospitalières. Madame Buzyn a fixé dernièrement un objectif de 55% pour les actes de médecine et de 70% pour la chirurgie en ambulatoire. Certains hôpitaux font par ailleurs l'expérience des hôtels hospitaliers. Donc, ce sont des hébergements à proximité des établissements de santé qui sont réservés aux malades avant ou après une intervention en ambulatoire. Cela permet d'éviter de passer une nuit à l'hôpital lorsque cela n'est pas nécessaire. Et bien évidemment, cela permet de faire des économies pour l'assurance maladie. Mais là encore, la coordination ville-hôpital est très importante. Le deuxième point, c'est les pouvoirs publics se sont engagés à renforcer la prévention, la qualité ainsi que la pertinence des soins. Donc la pertinence des soins consiste à donner la bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit et au bon patient. Les hôpitaux s'inscrivent dans cette dynamique. Il existe par exemple des atlas de variation de pratique et des indicateurs qui sont suivis de près, comme par exemple le taux de césarienne par région qui avait fait beaucoup parler de lui. Plusieurs démarches ont également pour ambition de renforcer la qualité de vie à l'hôpital. Il y a notamment les indicateurs IPAX, donc les indicateurs pour l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, qui visent à développer la culture de la mesure de la qualité dans un objectif d'amélioration continue. Il y a également le dispositif IFAC, donc c'est l'incitation financière à l'amélioration de la qualité qui s'est généralisée dans les établissements. Et actuellement, la question de la prise en charge de la qualité dans un nouveau modèle de financement fait l'objet de débats au national. Et enfin, l'article 81 de la LFSS pour 2016 a créé le cadre législatif des CAQES, que sont les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, qui portent un objectif de simplification et de contractualisation entre les établissements de santé, les ARS et l'assurance maladie. Nous pouvons citer une des thématiques majeures, c'est le bon usage des produits de santé. Afin de rendre les systèmes d'information plus performants, et en particulier en termes de qualité et de sécurité des soins, la DGOS a lancé le programme Hôpital numérique. Donc, ce programme permet d'accompagner les établissements de santé dans leur transformation par les nouvelles technologies d'information et de communication. Et en parallèle, nous pouvons souligner l'émergence de la télémédecine. Se mettent en place progressivement les premières téléconsultations, télésurveillance et téléexpertise. Il s'agit de consultations ou d'interventions prises en charge sans la présence physique du patient ou du médecin. Et le cadre juridique et financier fait actuellement l'objet de clarifications nationales. Outre le fait que ces nouvelles technologies vont permettre de renforcer la prévention et favoriser l'accessibilité de tous à des soins de qualité, elles devraient permettre également de soulager les organisations de travail dans les services de soins. Un autre axe concerne la coopération interhospitalière. La loi de modernisation du système de santé en 2016 a instauré un nouveau cadre juridique de coopération entre les établissements, les groupements hospitaliers de territoire. Donc 135 GHT ont été créés. Ils ont pour ambition de structurer l'offre de soins sur le territoire, d'en améliorer l'accès pour tous et de promouvoir au sein d'un même territoire une coopération entre les établissements de santé. Donc 4 fonctions hospitalières vont être mutualisées à très court terme. Il y a le système d'information, les achats, la formation et le département d'information médicale. Aussi, le GHT a la particularité de reposer sur un projet médical partagé qui constitue une véritable colonne vertébrale de cette nouvelle forme de coopération entre les établissements. Madame Buzyn a déclaré que les GHT vont permettre de continuer à tisser des liens entre les soins de ville et l'hôpital. Un autre axe majeur concerne la qualité de vie au travail. Donc pour répondre au malaise grandissant au sein des hôpitaux et aux professionnels de santé qui font part de leurs difficultés à exercer dans un environnement
sous pression et toujours plus contraint, les pouvoirs publics engagent de nouvelles réflexions pour l'avenir. Une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail avait déjà été instituée en 2016, et ce, d'autant que le lien entre les conditions de travail des personnels et la qualité des soins a été démontré. D'où l'importance, je cite, de prendre soin de ceux qui nous soignent. De nombreux établissements de santé se sont engagés dans des démarches de qualité de vie au travail. Différents champs sont investis sur les relations de travail, le contenu, la santé au travail plus largement, où il est question d'agir sur la pénibilité, sur le stress, de revoir les organisations de travail, l'environnement, prévenir les violences, notamment dans les services d'urgence, prévenir l'épuisement professionnel et lutter plus globalement contre les risques psychosociaux. Finalement, la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux visent à soutenir la qualité de l'engagement en apportant un regard plus positif sur le travail. Il s'agit donc de construire un projet fédérateur qui permette d'apporter de la cohérence dans l'action et d'équiper le dialogue social également. Tout ceci dans le but de fédérer les énergies et de piloter autrement la performance. L'enjeu pour les hôpitaux est d'articuler une triple trajectoire, tenir compte du contexte toujours plus contraint, de l'organisation qui doit être flexible et des parcours professionnels. Et au-delà de ces premières mesures, nous pensons que les réformes à entreprendre doivent s'insérer dans une approche plus globale et innovante. Je vous parlerai maintenant du plan de transformation du système de santé. En rendant publique sa lettre de mission, Madame Buzyn a dévoilé les 5 chantiers prioritaires de la transformation du système de santé. Premièrement, la qualité des soins et la pertinence des actes. En plus de tout ce que nous avons déjà vu avec Sandy, cela consiste à mieux mesurer la diffusion de la qualité des parcours pour les 10 pathologies les plus fréquentes. Il s'agit en fait de mettre en place de nouveaux indicateurs, mais également de mesurer systématiquement la satisfaction des patients et la perception du service rendu auprès des personnels des établissements. Deuxième point, les modes de financement, de rémunération et de régulation. Il s'agira de corriger et de rééquilibrer la T2A et y intégrer des objectifs plus collectifs. Tout d'abord, en bougeant le curseur de la T2A, en diminuant le surcoût de certains actes pour en favoriser d'autres, en prenant en compte le temps d'attente aux urgences, en valorisant et en rétribuant mieux la coopération entre hôpitaux, y compris avec le secteur privé. Par ailleurs, un cadre expérimental devra permettre de tester de nouveaux modes de rémunération, à l'épisode de soins ou par la prise en compte de maladies chroniques. Ces nouveaux modèles de financement devront permettre d'atteindre à la fin du quinquennat l'objectif de 50% maximum de tarification à l'acte. Pour revenir rapidement sur la rémunération à l'épisode de soins, les modèles étrangers tels que la Suède et les USA seront regardés très attentivement. La mise en place se fera après concertation. Les premières réflexions permettent déjà d'envisager, dans certains cas, un bilan annuel entre le paiement effectif acte par acte et celui à l'épisode de soins. La différence donnera lieu à un règlement partagé entre l'assurance maladie et le professionnel. Ce dernier gérera ensuite, avec les autres professionnels, la réalisation des soins, sachant qu'il y a également la possibilité de nommer un professionnel organisateur de l'épisode de soins complet. Troisième chantier, accélérer le virage numérique autour de 3 objectifs. L'accessibilité en ligne pour chaque patient de l'ensemble de ses données personnelles, médicales. Deuxièmement, la dématérialisation et de l'intégralité des prescriptions. Et enfin, 3e objectif, la simplification effective du partage de l'information entre professionnels de santé. Cela va nécessiter une coordination étroite entre l'État et l'assurance maladie et ville-hôpital. Toujours dans le cadre du virage numérique, il s'agira de déployer dès cette année le dossier médical partagé avec un pilotage par la CNAM. Et en ce qui concerne la télémédecine, depuis cette année, elle est entrée dans le droit commun et aura vocation à devenir une activité soignante à part entière pour répondre notamment à la problématique d'accès aux soins. 4e chantier, adapter les formations et les ressources humaines aux enjeux du système de santé. Dès cette année, une mission sur l'universitarisation de la formation des professions paramédicales et des sages-femmes devra aboutir. En outre, les pratiques avancées en soins infirmiers seront encouragées. Le service sanitaire sera déployé. Il s'agit d'une mission de prévention pour tous les étudiants en santé. Il sera déployé dès la rentrée universitaire 2018.
Le numerus clausus sera réformé. Un nouveau contrat social sera proposé aux agents de la fonction publique hospitalière visant à fluidifier le dialogue social, encourager la recherche de nouvelles solutions aux problèmes de l'attractivité, assouplir les statuts, reconnaître le mérite et l'engagement dans la rémunération. Et enfin, un observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé sera créé. 5e et dernier chantier, repenser l'organisation territoriale des soins. Afin d'offrir des soins de la meilleure qualité possible pour l'ensemble des Français sur tout le territoire, il faut penser l'organisation des soins au niveau du territoire. Ainsi, il faudra aller plus loin que le développement du numérique, que la télémédecine et la diversification des modes d'exercice qu'on a vu préalablement, qui constituent en effet la première réponse. Il faudra donc continuer à structurer les soins de ville en organisant la continuité des soins, l'accès au premier recours à un généraliste ou à un spécialiste, et la coordination avec le secteur médico-social. Les professionnels de chaque territoire devront mettre en place par ailleurs des communautés professionnelles territoriales de santé, ce qu'on appelle des CPTS. L'idée étant que l'exercice isolé doit devenir l'exception. Enfin, favoriser la complémentarité entre hôpitaux de proximité qui prendront en charge la plupart des malades et les hôpitaux prenant en charge les cas complexes. Des expérimentations territoriales seront lancées à travers des appels à projets. Certaines ont déjà commencé. Citons par exemple celle des hôpitaux de Paris-Nord, Val-de-Seine, et du centre hospitalier de l'Aigle, dans l'Orne, qui a mis en place une plateforme web pour faire le lien entre l'hôpital et la médecine de ville. Par ailleurs, les ARS devront piloter la gradation des soins qui devra être poursuivie en lien avec les GHT. L'idée étant que les soins de proximité, ainsi que les soins de recours, ne doivent pas être organisés de la même manière. En dehors des propositions gouvernementales pour transformer l'hôpital public, d'autres acteurs s'invitent au débat. Ils proposent également de nouvelles alternatives. C'est le cas, par exemple, des présidents des fédérations des hôpitaux privés à but non lucratif. Ils mettent en avant le modèle des établissements qu'ils président, qui sont gérés comme des entreprises privées, avec les mêmes méthodes de comptabilité et de management, tout en étant des organismes à but non lucratif et en ce point comparables aux hôpitaux publics. Ils font le constat suivant. Selon eux, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC, se portent mieux en général que les hôpitaux publics, car selon eux toujours, ils bénéficient d'un régime fiscal plus favorable, de la possibilité d'intéresser le personnel aux résultats, d'une gestion plus souple, notamment à travers des procédures d'achat pour lesquelles il n'y a pas d'astreinte aux règles de marché public, également par le fait qu'ils sont financés par des fonds publics à travers des subventions. Sauront-ils pour autant se faire entendre et convaincre les gouvernants de la viabilité de ce modèle? Nous resterons attentifs à ces débats. Quoi qu'il en soit, convenons que pour sortir définitivement du malaise hospitalier, il faudra continuer à innover pour offrir des soins de qualité à la pointe des technologies nouvelles. À ce sujet, à quoi ressemblera l'hôpital de demain? Sera-t-il un hôpital entièrement connecté? Éventuellement, si l'on considère l'essor de l'e-santé, la numérisation, la digitalisation, du big data, on parle peut-être même de e-diagnostic, et de l'intelligence artificielle. Sur ce point, notons que des réunions sont en cours actuellement entre le ministère de la Santé et des Solidarités et le député Villani, qui est l'auteur récemment d'un rapport sur l'intelligence artificielle. En conclusion, si la situation de l'hôpital est grave, sa bonne santé est un gage de démocratie sanitaire. Ainsi, si rien n'est fait, les personnes aux revenus modestes risquent de ne plus avoir accès à certains soins, comme c'est le cas aux États-Unis et au Portugal. Tout cela est le signe que le système de santé français, historiquement l'un des meilleurs, s'est fissuré. Toutefois, il faut relativiser la situation. Les services qui dysfonctionnent sont des cas particuliers. Beaucoup d'hôpitaux sont des centres d'excellence. Selon Mme Buzyn, 10 à 14% des services d'urgence sont... seuls 10 à 14% sont en saturation. Certes, c'est insuffisant, mais moins catastrophique qu'on le croirait. Non seulement on reste encore bien soigné en France, mais on est aussi bien soigné dans le public que dans le privé. Par ailleurs, l'hôpital public est le lieu où s'exprime la médecine de pointe. C'est aussi le maillon le plus sociabilisé. Le problème n'est pas tant l'hôpital pris isolément, il faut considérer l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire réinterroger la place de l'hôpital dans le système de santé dans son entier.
Rappelons également, au-delà de la médiatisation des cas extrêmes, que 3/4 de la population se dit en bonne santé et que, pour finir, le service public, c'est le service public le plus plébiscité dans tous les sondages. Merci de votre attention.